Bonjour à tous. Alors, la rumeur courait depuis un moment, depuis une semaine, et hier, donc, Castex l'a confirmé devant l'Assemblée nationale, le gouvernement souhaite la création d'un haut commissariat au plan. C'est quelque chose que toi, tu connais très bien, parce que c'est quelque chose pour lequel tu te bats depuis maintenant plus de 30 ans. On a retrouvé un texte de 93, que tu as écrit en 93. Tardif. Tardif, oui. La planification, ardente obligation et inspiration pour aujourd'hui. Alors, est-ce que toi aussi, tu cries victoire suite à ce discours de Castex? Alors j'ai l'impression que tout le monde est devenu un peu disciple de François Mitterrand, qui disait « il y a ce que je dis, il y a ce que je fais et ce que je pense ». Alors, voilà ce qu'a dit Macron. Alors Macron, je le cite, il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long. Il l'a dit le 13 avril et il l'a redit là, dans l'intervention récente. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a le libéralisme. Alors, évidemment, tout cela, c'est dans le contexte du libéralisme et de la mondialisation. Alors, c'est pas possible. Et j'ajouterai une chose. Comment peut-on prétendre avoir un plan lorsqu'on donne ses données, celles du ministère de la Défense, à Microsoft, quand on donne ses données, celles de l'éducation, à Microsoft, et maintenant, quand on donne ses données, celles de la santé, à Microsoft? Il y a une contradiction absolue dans les termes, et je dirais, on essaye de nous en fumer. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de cohérence par rapport au reste de la politique du gouvernement? Si, il y a des mots. Là, il y a une cohérence. Des mots. On pense qu'on peut mettre des mots et faire que les gens y croient. Alors, ils commencent à ne plus y croire. Qu'est-ce que c'est le plan? Le plan qui a été, dans ces premières années, l'ardente obligation du pays. Entre 1946, je dirais, et 1970, en gros. Il a duré jusqu'en 2006, mais entre 1970 et 2006, c'était plus ça. Donc les premiers plans, qu'est-ce que c'était? C'est ce qui a permis de faire le premier biréacteur civil au monde, Caravelle. Moi, je me souviens, j'étais en Amérique du Sud, 1958, et je vois arriver les premiers exemplaires de Caravelle. J'étais fier de la France. Je pensais que la France, c'est quelque chose de bien, qui est à l'avant des autres. Aujourd'hui, je vois la France, je suis beaucoup moins fier. Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens font ce constat que la France n'est plus tous les intellectuels parlent du déclassement de la France. Non, moi je dis, on pouvait le faire, on ne le fait pas. Et alors, pour aller plus en détail, finalement, qu'est-ce qui ferait que cette politique du Haut Commissariat au Plan pourrait marcher si Alors, une autre politique? C'est qu'on ait la volonté politique et qu'on soit prêt à se battre contre l'ennemi. Ceux qui sont contre cette perspective à long terme du pays, de la nation. C'est qui l'ennemi? L'ennemi, tout le monde le sait. Aujourd'hui, tout le monde le voit. C'est le système financier. C'est le système financier libéral. C'est l'argent qui coule à flot, qui ruisselle vers le haut, et rien pour le bas. Le pouvoir d'achat réel, par rapport aux dépenses qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire tout en dépenser pour vivre, manger, s'habiller et avoir un toit, elles ont réduit le pouvoir d'achat des gens, aux États-Unis comme en France, comme en Allemagne même. Donc, il y a cette espèce de tromperie mutuelle qu'on a mis en place. Alors, sur ça, ce que je voudrais dire, qui me paraît vraiment fondamental, c'est qu'il faut absolument sortir de cela et voir comment on fait dans le futur. Et de ce point de vue, si nous parlons de plan, c'est Louis Armand, qui était le plan une ardente obligation, ça vient du milieu où il était. Eh bien, il disait que le plan devait au XXe siècle être comparé au projet d'Henri le Navigateur au Portugal, d'exploration du monde. Et il ajoutait, à cette époque-là, l'horizon était la découverte du nouveau monde, aujourd'hui, c'est la conquête et l'exploration de l'espace. Donc la conquête et l'exploration de l'espace, pas comme quelque chose séparé du reste, non, comme un moteur qui permette à l'ascenseur spatial de porter en même temps l'ascenseur social. Aujourd'hui, on n'a pas une vraie politique de l'espace. Même le projet Mars de l'Agence spatiale européenne, on est des 4 pays, celui qui doit remettre le projet à 2022. Alors les 3 autres, les Émirats arabes unis, les États-Unis et la Chine, envoient les robots dans l'espace. Donc on ne se mobilise pas, il n'y a pas cette ardente obligation de chaque instant. On a dit le plan réducteur d'incertitude, c'est vrai.
Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est l'élan, c'est ce qui engendre l'élan. Mendès France, d'ailleurs, était très clair sur ce plan-là dans La République moderne, 1962, La République moderne. Voilà ce qu'il disait. Chacun reconnaît aujourd'hui que l'État est responsable de l'évolution économique, qu'il lui appartient de lutter contre les crises et le sous-emploi, de stimuler et de coordonner les efforts en vue de l'expansion et du progrès commun. Le salut commun, qu'on voit dans l'international ou dans la doctrine sociale de l'Église, il y a un point commun là. Personne ne peut plus défendre, disait Mendès, sincèrement le libéralisme du dernier siècle. Personne ne croit plus à la valeur de la vieille formule « laissez faire, laissez passer ». Eh bien, c'est revenu et il faut s'en débarrasser à nouveau une fois pour toutes. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. Parce que c'est dans une situation internationale de grande tension, de grandes menaces, où si on continue à ne pas développer les nouveaux principes physiques dans l'économie, la technologie, si on ne continue pas à aller de l'avant, pour le gâteau qui se réduit, on va se battre. Et ça veut dire la guerre. Donc il y a ce risque-là, qui est un risque absolument immédiat aujourd'hui. Vous voyez, tous les traités internationaux de réduction des armements sont tombés. Il ne reste que celui sur les missiles intercontinentaux, START, le nouveau START, comme on l'appelle, et celui-là risque de tomber aussi. Les Russes disent que les Américains ne veulent pas qu'il va tomber. Donc le plan, c'est prévoir ce qu'on va faire à l'international comme au national. Et c'est d'avoir quelque chose qui est, je dirais, dans le viseur, qui est là, et on sait où on veut aller. Aujourd'hui, quelque part en France, on est dans un système financier qui, pour le plus grand nombre, on laisse le chien crever au fil de l'eau, et pour une minorité de plus en plus réduite, on accapare un maximum de gains sur les marchés financiers. Ça ne peut plus durer. Et c'est pour ça qu'une des choses pour laquelle tu te bats et on se bat, c'est la création d'une véritable banque nationale et la capacité pour l'État de lui-même faire du crédit public. Oui, sans banque nationale et sans crédit public. Crédit public, c'est l'État qui dit au gouvernail ou au manche de l'avion ou au centre de contrôle de la fusée, c'est l'État qui est en contrôle et qui dit voilà, il faut faire ceci, ceci et cela. Et si le peuple l'aime, il vote pour moi. Si le peuple l'aime pas, ben il vote contre et je m'en vais. C'est ça le sens d'une politique avec un dessein, une vision. On manque absolument. On s'adapte. On l'a vu depuis, disons, la présidence de Georges Pompidou, une adaptation permanente à l'ère du temps. La pire ayant été 82-83, l'adaptation à ce qu'on appelle l'Europe, qui n'était pas du tout l'Europe, qui était le libéralisme pratiqué par l'Union européenne. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la France, et c'est une vraie Europe, qui est des États-nations ensemble, qui travaillent avec un projet. Ceux qui aiment ça, ils vont. Ceux qui n'aiment pas, ben, ils n'y participent pas. Ils s'en vont. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On s'est présenté, ou on s'est laissé lier les mains et les pieds, et on est dans une Europe qui est une fausse Europe. Et il faut le dire et le répéter. Et qui est tout à fait contraire à l'idée même de plan, puisqu'elle-même, à travers l'euro, est adaptée et reliée au marché financier. Oui, la Banque centrale ne peut même pas prêter directement aux États ou à des institutions publiques. Non, on ne peut pas donner d'instructions aux banques, ni les politiques, ni les autorités européennes. Les banques sont indépendantes. Ça veut dire qu'elles ont la responsabilité de protéger les intérêts financiers qui nous détruisent. Voilà ce qu'elles ont. On est d'accord. Donc, on en est là. Et pas d'instruction et pas d'avance. Elles ne peuvent pas faire d'avance au Trésor. Donc, où doivent s'alimenter les États ? En empruntant sur les marchés financiers. Alors on dit aujourd'hui, c'est merveilleux, les taux d'intérêt sont à 0%. Qu'est-ce que c'est ce monde où on se guide sur les taux d'intérêt et pas sur la vraie croissance physique, la vraie croissance physique humaine qui est bonne pour les gens? On l'a vu avec l'hôpital. Tout ce qui s'est passé avec l'hôpital, c'est qu'on l'a laissé s'endetter. Pourquoi? Parce que l'État l'a mis dans une situation où il s'endette. Et à qui on fait subir la charge? Les 30 milliards à l'hôpital. C'est pas l'État qui reprend cette dette. Moi, je suis pour que l'État reprenne la dette de l'hôpital public. Et que l'hôpital public puisse avoir une politique où les médecins aient leur part. Aujourd'hui, il y a un directeur d'hôpital, et puis il y a les médecins réunis, mais c'est le directeur d'hôpital, en fait, qui a le type c'est administratif, c'est un comptable. Donc il a une vision dans laquelle le budget passe avant tout. Et les médecins qui travaillent auprès de lui, très souvent, s'adaptent à ça. Ils disent, bon, on va tirer un peu mieux, on va faire un peu mal. Il y a la tarification aux actes, qui est une tarification qui est en réalité un système au point, exactement comme la réforme que veut encore faire Macron sur les points. Les retraites, donc on est dans ce système-là, faire des retraites. Donc on est dans ce système-là. Ouais. Et il faut en sortir. Et il faut en sortir en donnant aux gens qui ont une vision
vraiment humaine, qui pensent en termes de leurs enfants, de leurs petits-enfants, du bien commun. Des gens qui pensent de cette façon, qui puissent revenir dans les positions d'exercer le pouvoir. Aujourd'hui, ils en ont été peu à peu écartés par un étranglement, un étouffement, ou le silence fait vis-à-vis de ceux qui s'y opposent. On a réussi à créer un milieu où on a, disons, exclu, on a fait écarter tous ceux qui pensaient en termes de plan et en termes de projet. Et justement, il y a une question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est comment on peut garantir que si on crée... par exemple, le gouvernement va créer apparemment un haut commissariat au plan, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer que ça ne soit pas juste une bureaucratie de plus, qu'on ajoute à la bureaucratie déjà existante? Alors voilà, il y a un exemple. Voilà. Quand on a arrêté le commissariat au plan en 2006, on a créé quelque chose, c'est Dominique de Villepin qui l'a arrêté. Ouais. Étrange, partisan de la souveraineté nationale. On arrête le plan qui est son expression. Et en parole, on prétend être pour. C'est la même chose que Macron aujourd'hui. Donc, on a arrêté le plan à cette époque-là. Et on l'a remplacé par un centre d'analyse stratégique où on parlait de l'avenir de la nation. Sans aucune contrainte, un débat entre gens du même monde, qui étaient tous d'orientation financière. Le même Dominique de Villepin qui a privatisé les autoroutes dans des conditions totalement favorables aux sociétés d'autoroutes. Et pas pour le peuple. Ils ont gagné un pognon dingue grâce à Dominique de Villepin. Il n'y a pas que Macron. Donc voilà, et en 2013, ça a été remplacé par un commissariat général à la stratégie et à la prospective, qu'on a appelé France Stratégie. Alors là, c'était encore moins impératif, ni indicatif, ni rien. On parlait dans le contexte du virage du libéralisme et de la mondialisation. C'est Jean Pisani-Ferry, dans une interview à l'Obs, qui l'a dit. Jean Pisani-Ferry, qui était un des principaux conseillers de Hollande, et qui est une des voix, disons, si qualifiées de ces milieux économiques, qui en fait, consciemment ou pas, les plus bêtes ne le sont pas, consciemment ou pas, servent le milieu financier. Et on peut imaginer, par exemple, je ne sais pas, qu'on tire au sort des citoyens pour être à la tête du Haut Commissariat au Plan. Est-ce que ça paraît oui, ou en fou, tout cas, en tout cas, le plan, c'était comment faire une unité dans la diversité. Donc, on avait des commissions horizontales par sujet, les sujets principaux, et des commissions qu'on qualifiait de verticales, qui étaient par secteur d'activité. Et les citoyens participaient, les syndicats, et il y avait une très petite administration du plan, c'est ce qu'on verra dans notre feuille de route aujourd'hui. C'était 100 à 150 personnes, mais qui avaient une autorité transversale, qui représentait le peuple, et le peuple leur demandait, ou aurait dû leur demander, c'était bien ou c'était mal. Donc on avait ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça, plus du tout. Et il faut voir ce qu'on mettra en place. Alors on ne sait pas. On n'a pas dit ce qu'on mettrait en place. Moi je lis. Les périmètres d'action ne sont pas encore définis. C'est comme ça qu'on parle quand on veut ne pas être compris, ou pas très bien compris, ou compris qu'entre copains et coquins. Voilà. Et autre question. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'on en vienne à quelque chose, une sorte de planification à la soviétique? C'est une critique qui a souvent été faite par rapport à ceux qui défendent bien une planification. C'est une critique de gens qui n'ont pas suivi la dynamique de l'économie française au moment des Trente Glorieuses et qui n'ont pas lu les rapports du plan. Parce que ce qui était dit, c'est que c'est une planification indicative. C'est-à-dire qu'elle indique la direction où aller et qu'elle suscite les volontés, qu'elle développe l'intérêt des gens pour aller dans cette direction, qu'elle inspire, qu'elle ne contraint pas, qu'elle inspire. Et évidemment, c'est le paradoxe de l'un et du multiple. Comment on crée chez la multiplicité, qui sont les habitants de la France, ce sens de l'unité, qui est l'unité de la nation. Et ça peut être que c'est un projet d'avenir, un projet dans lequel les gens savent que le futur soit meilleur que le présent. Or, aujourd'hui, la majorité des Français, la grande majorité des Français, pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront probablement moins bien qu'eux. Donc c'est ça la volonté, c'est ça l'élan politique. Et comment tu vois, toi, la planification pour les décennies qui viennent?
Et qu'est-ce qu'elle aurait de différent par rapport à la planification qu'on a connue jusqu'en 2006? Alors je dirais qu'il y a une base commune, c'est la négation du laisser-faire, laisser-passer, qui permet au mieux placé, au mieux introduit et au plus fort C'est-à-dire de en gros gagner. c'est antilibéral. Antilibéral, si vous voulez Au point de vue l'appeler économique. comme ça, et contre aussi l'écrasement des individus dans le système soviétique, qui en fait favorisait des oligarques, qui étaient la contrepartie des oligarques qui étaient dans les pays occidentaux. Donc, avec d'autres problèmes, vision, mais enfin, quelqu'un avait parlé du Parti communiste soviétique comme le parti des propriétaires du peuple. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut penser que, est-ce que cette planification française, qui a réussi en son temps, peut à nouveau inspirer? Oui, son but, son objectif doit inspirer. Mais il y avait quelque chose qui était le propre à l'époque, c'était une planification qui se situait un objectif dans le futur. Et si on en sortait, il y avait des clignotants qui s'allumaient, et on essayait de rétablir la direction, certains avaient dit de la fusée, vers l'avenir. Une planification à 5 ans. Aujourd'hui, on a les moyens, avec le numérique et avec tous les instruments de l'économie digitale, on a les moyens de rectifier en cours de route et de faire participer les gens à cette rectification. Si on voulait, on ne veut pas. Parce qu'on peut suivre en temps réel différents indicateurs. Non seulement on peut suivre en réel, mais on peut communiquer à tout le monde. Ouais. Les gens peuvent savoir où on en est. Vous savez, on met très bien le nombre de voix là, sur un tableau lumineux, on met sur un tableau lumineux les résultats du foot, on met sur un tableau lumineux, je ne sais bien pas, sûr, oui. Les cours de la bourse. les cours de la bourse, et on ne met pas un plan qui, au fur et à mesure de sa réalisation, on dit, oui, mais ça c'était les soviétiques. Non, c'est de donner à chacun une responsabilité vis-à-vis d'un plan qui est celui de la communauté des citoyens. C'est de ce point de vue-là qu'on évitera le communautarisme. Parce que dès que vous lâchez ça, le communautarisme se développe. Chacun va tirer à eux et à dia de son côté. Donc c'est là qu'est le grand défi, je pense. Le grand défi. Et cette question de se donner un objectif à long terme, aujourd'hui, beaucoup se donnent un objectif écologique. Ouais. C'est frappant. Pas seulement ça, mais c'est frappant. Vous avez les gens qui ne sont pas emballés par ce Haut Commissariat au Plan. Alors il y a ceux qui veulent le détourner, hein, c'est ceux qui l'ont mis en place, ceux qui ne sont pas emballés. LR a dit, les Républicains, ils ont dit qu'ils ne sont pas emballés. Alors je veux dire, ils ont donné une preuve de plus qu'ils sont plus gaullistes, hein, plus du tout, ces gens-là. Donc voilà. L'autre chose, c'est évidemment la transition écologique dont on parle. Alors de ce point de vue-là, le plan pensait que l'être humain a une nature, si il sert l'intérêt général, s'il sert le bien commun, s'il sert les générations futures, il a une nature qui est un peu, comme disait Rabelais, hein, coopérateur avec l'univers si on n'est pas croyant, coopérateur avec Dieu si on est croyant. Que l'homme joue un rôle fondamental qui développe cet univers pour lui assurer un développement meilleur. Parce que l'univers est en développement constant. Hein. On est dans quelque chose, la Terre, qui bouge sur elle-même, qui bouge dans le système solaire bouge dans la galaxie elle-même, elle bouge. Donc on est dans quelque chose qui bouge. Et c'est une dynamique. Et le plan n'est pas un truc, tac, tac, c'est fait, c'est le plan. Non, c'est une dynamique auquel les gens doivent participer. Et ça, c'est la participation pour le futur. C'est-à-dire que les gens aient accès, pas seulement une caste, la caste des portes tournantes, un public-privé. Parce qu'en 81, on a dit on a nationalisé, mais en fait on n'a pas nationalisé, on a étatisé, et on a créé une situation où les cousins germains, ou ceux du même milieu qui étaient dans le privé, sont devenus dans le public, et on a créé cette espèce de, moi j'appelle ça l'inceste administrative française, Partenariat public-privé. Et politique, où les portes tournantes, public-privé, on rentre et on sort, du public et du privé, mais on est la même chose. Donc, comment sortir de ça? Et on peut sortir de ça que si on organise cette volonté de la nation et si on sait que le peuple peut avoir son mot à dire, doit avoir son mot à dire et le dira. Ça, c'est la manière dont on peut assurer cet avenir. Alors, je dirais qu'il faut des instruments. Alors, je ne veux pas rentrer dans cela aujourd'hui, mais c'est ce que nous avons toujours travaillé nous-mêmes. On avait appelé ça le plan Larouche-Riemann, de mon ami américain Lyndon LaRouche et de Riemann, le grand penseur, le grand inventeur du 19e siècle. Mathématicien physique, c'est-à-dire croyant à l'économie physique. Comme on l'a écrit, la réalité scientifique n'est pas dans les mathématiques, elle est dans l'intuition créatrice. Pasteur lui-même le disait. Et là,
on doit inspirer dès l'école les enfants à cette vision du monde. Ça veut dire, dès la maternelle, aider à l'expression des facultés créatrices. Il y a des enfants qui arrivent avec 200 ou 300 mots au moins dans les maternelles, d'autres qui arrivent avec 1000 mots. Eh bien, il faut créer un milieu où l'activité créatrice s'engendre, se développe, et où on ait l'attachement à développer autrui. C'est-à-dire qu'il faut des maternelles avec beaucoup moins d'enfants. Donc on doit faire cet effort. On n'a fait d'effort ni dans les maternelles, ni dans les primaires. Et pour qui on fait l'effort? Pour les gens des grandes écoles, le haut de la pyramide. C'est exactement le système français. Alors j'ai rien contre le haut de la pyramide, hein, mais un haut de la pyramide qui se détache de plus en plus de la réalité des peuples, ça c'est terrible. C'est ce que j'ai vu à l'ENA. Quand j'étais à l'ENA, j'ai vu des gens, des hommes, des femmes, qui étaient des gens bien au départ. Et peu à peu, ils se tombaient dans le moule de la montée de la pyramide. Et à ce moment-là, c'était plus ce qu'ils étaient au départ. Donc ce qu'il faut recréer, c'est ce sens. Alors certains ont appelé ça l'égalité des chances, c'est beaucoup plus. C'est le développement du pouvoir créateur de tous. Et ça, c'est évidemment dans une économie, lorsqu'il y a une densité démographique de plus en plus grande qui est possible, on peut de plus en plus habiter le monde, avec des principes physiques et qui appliquent des technologies qui permettent de l'habiter. C'est ce qu'on appelle le potentiel de densité démographique relatif. C'est-à-dire, c'est relatif à quoi? C'est relatif aux capacités d'inventer, de découvrir de l'homme. Alors on dit, à un moment donné, ça aura une limite. C'est dans longtemps, hein. Mais ça aura nécessairement une limite sur Terre. C'est pour ça qu'il faut penser au-delà. Il faut penser en termes de ce que sera le futur, au-delà. On ne sait pas ce qui sera, personne ne peut donner d'assurance, mais si on ne pense pas dès aujourd'hui à quelque chose qui est au-delà de notre capacité d'aujourd'hui, et qu'on engendre cette capacité pour le futur, on n'a pas de plan. On a des gens qui foncent le pied sur l'accélérateur financier et qui vont tout droit dans un mur, qui soit le mur du chaos ou le mur de la guerre. Et le plan, c'est ce qui permet d'éviter cela dans la période de crise. Alors il y a un exemple très fort en France, c'est qu'en 1918, après ce qu'on a pensé être notre victoire, en 1918, on a mis des monuments aux morts partout, les gens n'ont plus d'enfants, c'est un premier pays du monde où on a réduit le nombre d'enfants, il y avait moins de 2 enfants très souvent par couple, et puis on a pensé à reconstruire dans les termes de ce qui avait été détruit. En 1945, on avait encore beaucoup moins qu'en 1914. Il n'y avait pas de rente. Il n'y avait pas la possibilité d'imposer les gens. Les œufs étaient tondus, comme on dit. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir de l'épargne. Il n'y avait pas d'épargne. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait par le crédit productif. Et par là, on a reconstruit la France à cette époque. Et ça, c'est l'expérience d'aujourd'hui qu'on doit reprendre. Un crédit productif organisé par un plan avec une banque nationale et une vision du monde où on recherche l'avantage d'autrui et pas son propre avantage. Et je conclurai en disant que l'exemple contraire, c'est ce qui a donné par le gouvernement, en ne prévoyant pas ni les masques, ni les tests dans le coronavirus, ni les respirateurs, et qui a été donné aussi par beaucoup de gens qui pensaient aux masques comme un instrument pour se protéger, et pas pour protéger autrui de ce qu'on pouvait le contaminer. Donc ça, c'est l'avantage d'autrui. Et si on pense en ces termes, on ne s'adapte pas, on pense en termes du futur, et on pense en termes d'innover, de prévoir. Et ça, c'est ce qu'on manque en France, cette vision qui avait permis à l'époque de faire Caravelle. La Caravelle, c'était ça. C'est quelque chose qui volait, alors que les Anglais, avec leur comète, n'avaient pas réussi, parce qu'ils n'avaient pas la même vision des choses d'un monde univers nouveau. Et pour faire la Caravelle, on a dû penser que les conditions de vol d'un avion à réaction étaient différentes des conditions de vol d'un avion à hélice. Ben, c'est ça le futur, et c'est de façon qu'il faut penser. Eh bien, merci Jacques pour cet éclairage. En tout cas, on continue nos efforts pour susciter cette façon de penser à travers le pays. Alors je voulais inviter, tous les internautes à se procurer dès aujourd'hui notre feuille de route. On l'a éditée sous forme de petits livrets. Là-dedans, vous avez condensé en 45 pages l'essentiel de la politique concrètement à mettre en place pour tout ce dont on vient de discuter devienne réalité grâce à nos et vos efforts. Et notamment, je voulais citer tout simplement page 16. Nous nous battrons pour la création d'un ministère délégué au plan, rattaché au Premier ministre avec une équipe indépendante d'une centaine de représentants des divers courants économiques de la nation et de hauts fonctionnaires irréprochables. Voilà, on a... Irréprochable, mais pas inamovible. Irréprochable, mais pas inamovible. Ils vont rendre compte.
Et donc on a des schémas, on a des stands pratiquement tous les jours dans la rue pour expliquer tout ça à la population. Donc aidez-nous à faire circuler ces propositions et surtout réservez votre samedi du 19 septembre parce qu'on va organiser notre journée citoyenne où justement on va organiser une table ronde avec différentes personnes spécialistes de divers milieux autour de nos propositions, autour de cette feuille de route. Donc c'est le 19 septembre, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur notre site internet. Donc toutes les références sont dans la description. Voilà, et bien écoutez Jacques, est-ce que tu as le mot de la fin éventuellement ou... Le mot de la fin, c'est la volonté politique. Alors, la volonté politique, c'est pas d'aller voter, c'est important d'aller voter, mais c'est pas ça la volonté politique. La volonté politique, c'est se battre pour un projet d'avenir, pour que le monde soit meilleur pour le plus grand nombre et meilleur pour les générations futures. Et ça, c'est ce qui doit déterminer ce qu'on fait dans la vie et ce qui fait qu'on ne laisse pas, une fois qu'on meurt, simplement soit quelques cendres, soit des choses qui pourrissent dans la terre, mais on laisse quelque chose pour les générations futures qui sera une petite part de l'univers tel qu'il se développe. Eh bien merci. Merci. Et à bientôt.